Amos 15, position 15 degrés Est, fréquence 12 333, symbol rate 30 000, polarité verticale. For You Télévision est également disponible sur les bouquets créés au Linksuite.com, Star Times, sur nos différentes plateformes numériques et sur l'application For You Media, téléchargeable sur Play Store. En bonus, profitez de la pertinence de nos sujets d'actualité et de l'interactivité de toutes nos émissions. Participez par appel WhatsApp au +237 693 589 668. Sur Skype, For You TV. For You Télévision, votre nouvelle chaîne panafricaine qui vous offre une autre vision du monde. Bienvenue sur For You Télévision, bienvenue à cette autre édition, le point sur l'actualité. Comme nous l'annoncions il y a quelques heures, plus précisément hier, dans le cadre de la précédente, aujourd'hui nous restons au Mali avec effectivement cette coopération russo-malienne qui n'a donc de cesse de grandir en termes bien évidemment de différents domaines. Il n'est plus seulement question entre la Russie et le Mali de parler de l'aspect sécuritaire. Désormais, d'autres domaines rentrent donc dans cette grande coopération qui, voilà, chaque jour un peu plus se solidifie. Il est clair que s'il y a quelques jours de cela, la Russie venait encore de faire un magnifique don, du moins d'octroyer à l'armée de l'air un important matériel pour donc renforcer pas seulement que les capacités des forces armées maliennes, mais également davantage signifier cette amitié, signifier cette coopération venant de la Russie. Et donc par la suite, il y a eu ce coup de fil passé donc entre le président Vladimir Poutine et le président, le colonel Assimi Goïta. Quoi de mieux qu'un tel coup de fil d'un appel téléphonique pour donc voir à quel niveau se hisse dorénavant cette coopération. Et donc, aujourd'hui, nous nous interrogeons sur ce que peut donner cette coopération quand elle va déjà au niveau des appels téléphoniques et quand on sait qu'en face du Mali, ou encore, oui, en face du Mali et pourquoi pas juste à l'opposé de la Russie, il y a la France. D'où la question de savoir, cet entretien téléphonique entre M. Goïta et M. Poutine symbolise-t-il l'assaut au final contre la France? Nous en parlons dans le cadre de cette édition. Le point sur l'actualité. Et pour ce faire, M. Patient Parfait Ndom est en notre compagnie. Bonsoir. Bonsoir, princesse Forte Ndedi. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à tous nos valeureux techniciens. Bonsoir à ce jeune lot d'Anklang dont vous allez certainement nous présenter de moment à long. De moment à l'autre, donc heureux, bonsoir au un peuple malien, mais aussi au peuple ivoirien, ce voyant peuple dont on a tendance à ignorer de temps en temps, mais qui continue de subir le martyre par le biais du refus des hommes qui sont au pouvoir, c'est-à-dire les dirigeants de moment du côté de la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas comprendre qu'en réalité, ce qui est important à un moment donné, c'est de savoir reconnaître ses torts, de tourner la page,
de créer cette espèce d'exorcisme collectif en termes de rassemblement pour essayer de gommer, j'allais dire, sans faire disparaître. On pardonne, mais on n'oublie pas, au moins de gommer ces zones d'ombre, mais surtout ce qui empêche les uns des autres, enfin, de se garder droit dans les yeux, de se donner la main pour un nouveau décollage. Donc, un bonjour particulier à eux, à ceux qui souffrent, au président Laurent Gbagbo, à qui on a tenté encore une énième fois, bien évidemment, alors que tout le monde voit très bien l'effort et le supplice du président Laurent Gbagbo pour aller à cette réconciliation. C'est la marque des grands hommes. Et merci pour cette invitation. Je vous en prie, Passons par Fendom. Jonathan Batengene, bonsoir. Bonsoir, Madame Dedifoot. Bonsoir à mon aîné illustre, mon grand frère, Pafsien Parfendom. Bonsoir à tous les panafricanistes. Bonsoir à tous les férus de cette émission, ceux qui sont les véritables héros du panafricanisme, ceux qui nous regardent ou bien ceux qui nous écoutent et qui continuent le combat dans la rue. D'ailleurs, ce combat est bien mené par vous. C'est rue après rue, maison après maison, qu'il sera gagné et c'est grâce à vous qui colportez le programme panafricaniste. Bonsoir à tous les techniciens qui s'assurent de la bonne qualité d'image et de la bonne retransmission de cette émission. Bonsoir à la direction générale, bonsoir aux autorités du Cameroun et surtout aux forces de sécurité et de défense. Particulièrement, nous allons également donner une mention spéciale aux forces de défense maliennes qui ont un bilan élogieux dans la lutte antiterroriste et qui montrent au niveau international qu'elles sont des forces compétentes, professionnelles et surtout aguerries au combat, qui ont la capacité de défendre l'intégrité et l'unité du Mali. Bonsoir également à tous nos combattants au niveau du Burkina Faso, notre frère Nestor Podacier, sur qui pèse une menace d'élimination arbitraire par la France. C'est la France qui veut éliminer notre frère Nestor Podacier parce que ce dernier lutte contre l'impérialisme et lutte pour la libération de l'Afrique. À tous nos combattants au niveau du Burkina Faso, nous souhaitons beaucoup de courage et nous leur disons, nous sommes de tout cœur avec vous. Les manifestations là-bas, si elles sont réprimées, ce sera contre l'idée panafricaniste et nous demandons à toutes les populations burkinabées de se lever et de sortir comme un seul homme pour revendiquer leur liberté. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous disons que M. Ouattara a peur, il tremble. C'est pourquoi il prend des mesurettes de plus en plus pour endiguer la montée panafricaniste. Mais M. Ouattara a déjà perdu. Et à tous nos combattants au niveau de la Côte d'Ivoire, nous leur disons, continuez de vous mobiliser, continuez de rassembler les forces. M. Ouattara va tomber. Son heure est désormais comptée en secondes. Merci beaucoup à vous, Jonathan Batengene. Avant de revenir à vous, je voudrais commencer par l'aîné, patient Parfendom. C'est donc en secret de Polichinelle. C'est vrai que la nouvelle aussi a rapidement fait le tour, venant justement de Vladimir Poutine, prendre le téléphone, appeler un président africain, qui n'est autre que le colonel Assimi Goïta. Alors, au risque de me tromper, je ne sais pas si par le passé, il a souvent eu à le faire. Je prends peut-être le cas du président Faustin Archange Touadéra. Je ne peux pas être sûr. En tir, du point de vue de la réponse. Mais je pense que le coup de fil du président Vladimir Poutine en direction de son homologue, le colonel Assimi Goïta, est un geste qui justement n'est pas passé inaperçu. La toile s'en est emparée parce que ça arrive à un moment bien précis, il ne faut pas l'oublier. C'est un geste éminemment fort qui ne pouvait que attirer les regards, les commentaires, les analyses des experts qui sont en train de scruter depuis un certain moment les bouleversements sur le plan de nouvelles tendances, de nouveaux paradigmes sur le plan géopolitique qui se créent sur notre continent. Donc il est fort évident que cet acte-là n'est pas un acte anodin. Quand on sait pertinemment qu'il y a encore quelques semaines cela, on a reçu la visite sur le sol africain du président français, M. Emmanuel Macron, qui a pris l'essentiel de son temps, étape par étape. Ce fut le cas à Yaoundé, ce fut le cas à Cotonou et plus tard à Bissau,
de consacrer les meilleures de ces flèches empoisonnées en direction de la coopération qui existe entre le Mali et la Russie. Donc évidemment, il était de bon ton, j'allais dire, sur le plan diplomatique, pour le président Poutine de passer ce coup de fil à son homologue malien pour rassurer le président malien de soutien indéfectible, n'est-ce pas, de la Russie aux côtés du Mali qui est en lutte pour la reconquête de sa souveraineté. Mais deuxièmement, effectivement, dire à tous ceux qui observent et tous ceux qui analysent et ceux qui ont la prétention de nouveau de refaire de notre continent une espèce de no man's land, d'espèce de terrain conquis où ils auront le loisir de venir imposer leur vue sans tenir compte des aspirations profondes du peuple africain. C'était de leur dire, je le disais donc tantôt, nous sommes à vos côtés. Nous l'avons été hier, mais cette fois-ci, plus qu'hier, nous serons à vos côtés dans cette quête de votre souveraineté. Et pour un monde, j'allais dire que qu'il pleuve ou qu'il neige, nous n'accepterons plus que vous serviez, j'allais dire, soit de tremplin, soit de marchepied, ou bien de paillasson des puissances impérialistes occidentales qui ne veulent pas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, comprendre notre son de cloche que ces rapports léonins qu'ils entretiennent avec les dirigeants africains du moment. Donc c'est un acte très fort, c'est un moment très important et cela demandait à être relevé, mais n'oublions pas que cela accompagne, cet acte, ce coup de fil accompagne aussi cette solidarité agissante vis-à-vis du peuple malien à travers cet excellent don en matériaux militaires de très haut niveau. On va le dire, c'est quand même un coup de fil qui survient au lendemain de la réception de don militaire. Donc ça venait renforcer pour dire, c'est les jeunes qui regardent le football avec ceux qui aiment bien Liverpool. You never walk alone. Sur cette voie, vous ne marcherez plus seul. Vous serez accompagné du peuple russe et de tous les peuples qui aspirent à la liberté, à un monde multipolaire, mais surtout au fait que, enfin, sur l'Afrique, on doit respecter ce sacro-saint principe des Nations Unies qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Merci beaucoup, Monsieur Bastien Parfendom. Parlant de ce coup de fil, il a été question pour les deux homologues d'évoquer, parce que pour beaucoup, quand on parle de Russie, Mali, on va beaucoup plus l'aspect sécuritaire. Alors, qu'est-ce que la Russie peut encore apporter en dehors peut-être du matériel? Mais sauf que il y a quand même certains points auxquels beaucoup ne s'y attendaient pas. Je vais prendre la peine de lire. L'on parle d'éventuelles fournitures de nourriture, premièrement, d'engrais et de carburant au Mali. Donc c'est pour dire qu'en fait, la coopération russo-malienne, ce n'est pas toujours sur les champs de bataille, ce ne sont pas des brutes. Et c'est ce que Poutine a voulu faire comprendre. Enfin, Excellence Poutine. Mais évidemment, et là encore, merci pour cette seconde que vous m'accordez. C'est extrêmement important. Vous vous souvenez qu'il y a cela quelques semaines, le prix du carburant a augmenté au Mali. Oui. Voilà. Et les gens disaient... Et les médias mensonges en ont profité. Il y a une inflation de prix. Voilà. On en fait leur chou gras. Et pour dire, voilà, vous avez soi-disant un partenaire qui est capable de vous accompagner. Ouais. Mais maintenant, à cause de votre choix de partenariat, de son instinct grégaire, n'est-ce pas, naturel, éternel au niveau, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, voilà dans quel mauvaise passe il est en train de vous mettre. Donc, Poutine est là pour rassurer, pour dire, même à ce niveau, nous serons présents. Mais ce qui est encore plus intéressant, on nous a bassiné les oreilles à partir de cette affaire de blé, des grains. Oh, la famine va s'abattre sur la planète Terre parce que, à cause de la Russie qui a bloqué les ports ukrainiens. Mais vous avez vu l'accord qui a été obtenu au niveau de la Turquie entre les trois, la Russie, l'Ukraine et la Turquie. Mais le premier bateau chargés de grains sont partis, vous savez en direction d'où? Par l'Afrique, mais du Liban. Malheureusement, les Libanais ont estimé que ces grains dont ce blé avait mis très longtemps dans les cales, il était hors de question qu'ils les réceptionnent, donc ils sont venus peut-être en direction de l'Afrique. Donc qu'est-ce qu'on a constaté avec cette opération militaire spéciale? C'est qu'en réalité, le mensonge et le bluff de l'Occident, c'était de nous faire croire que c'est eux. Et là où je rigole un peu quand je regarde le président du patronat camerounais. Je ne vais pas citer les noms, mais que tout le monde sait, pleurer devant Macron, mais c'est de mais vous adressez à la mauvaise personne. C'est pas Macron qui détient des clés de cette affaire-là. C'est vrai, les centrales d'achat
de ces produits sont en Occident, en Suisse, en France, etc. etc. Mais ce n'est pas eux qui produisent l'essentiel du blé qui fournissent la matière première dans les industries agroalimentaires dont vous êtes l'un des détenteurs. Voilà maintenant que la Russie nous démontre qu'en réalité, c'est lui qui détient les clés de la résolution de cette possibilité d'une paix mondiale, d'une famine sur le plan planétaire. Et mieux encore, la question des engrais, avec cette opération militaire spéciale russe au niveau de l'Ukraine, on découvre que même les engrais, la plupart des engrais qu'on emploie dans nos agricultures intensives, dans certaines plantations qui produisent ce que nous exportons, les engrais sont produits plutôt par les Russes, ni par la France, ni par l'Angleterre, ou encore par les États-Unis. Donc, nous insistons dans une espèce d'escroquerie à la fois intellectuelle, une espèce de flibostrie hors pair qui tentait à nous faire croire que notre avenir, notre devenir, mais surtout la stabilité de notre alimentation provenait de ces gens-là. C'est faux. Des nouveaux partenaires, les voilà aujourd'hui. D'où la nécessité de construire ce monde multipolaire, parce qu'enfin, il va nous ouvrir des opportunités et des portes à gauche, à droite, sans que nous ne soyons totalement dépendants, comme ce fut encore le cas hier, de l'Occident, avec ce chantage que nous connaissons avec la question de France CFA et le compte d'opération. Jonathan Batengene, cet entretien téléphonique, pensez-vous qu'il pouvait arriver exactement à ce moment-là? Parce que depuis quelques semaines, on parle de la Russie, il y a eu d'abord Sergei Lavrov lui-même qui a effectué une tournée africaine. Par la suite, on a eu des diplomates russes. On a vu des déplacements, notamment du ministre Abdoulaye Diop pour la Russie, ou vers la Russie. Mais l'on était quand même loin d'imaginer que le patron même du Kremlin prenne l'affaire en main, parce qu'à chaque fois, ce sont toujours des émissaires qui étaient justement sur la route du Mali. D'abord, il faut reconnaître que le président Vladimir Poutine, en prenant lui-même la commande des opérations, veut montrer que le Kremlin est hautement impliqué dans les opérations au Mali. Il veut montrer que la coopération malienne n'est pas une coopération de second degré, que le multilatéralisme n'est pas une refonte du système international hégémonique contrôlé par les États-Unis et par leurs alliés, et que c'est véritablement une concrétude de coopération d'égal à égal entre des États qui se valent. Le deuxième élément, c'est que très peu de gens le savent, le Mali importe pour la grande partie de son carburant, parce que dans les échanges qui ont été donnés entre le président Vladimir Poutine et le président Assimi Goïta, on a parlé de l'approvisionnement en carburant. Et qui est le leader de l'approvisionnement en carburant au Mali? Et là, Madame Dedifoot, vous serez surprise, c'est Total. Total, la multinationale française. C'est Total qui détient la grande partie de l'importation du pétrole. Et le président Vladimir Poutine, rassurant le président Assimi Goïta, lui dit « Désormais, nous allons vous approvisionner en carburant ». Ça veut dire que la source française peut être mise de côté sans aucune préoccupation, sans aucune inquiétude. Le président Vladimir Poutine voulait rassurer le président Assimi Goïta de ce que le partenariat avec la Russie va effectivement assurer un remplacement total de la France, comme le dit le nom de la multinationale française, Total. Total sera totalement remplacé. En d'autres termes, c'était ça. Et la Russie, qui est l'un des plus grands exportateurs avec l'Ukraine de blé, venait rassurer également le Mali, parce que ceux qui ne le savent pas, les pays de tradition musulmane, du moins comme le Mali, ont beaucoup la tradition de fabriquer leur pain. Et donc ce pain est généralement fait à base de farine de blé. Et le président Vladimir Poutine rassurait le président du Mali de ce qu'ils vont recevoir du blé. Le président Vladimir Poutine rassurait également le président du Mali de ce que la coopération sécuritaire avec le Mali va monter crescendo. C'est-à-dire que la livraison
des Alpha Jet et des Albatros 9 de la fois dernière va être suppléé par va être accompagné d'une autre livraison de matériel militaire. On a vu une attaque terroriste avec des drones. Il n'est pas exclu que les Russes vont apporter des réponses adéquates à cette attaque aux drones. Pas seulement les drones d'observation, mais également éventuellement des drones d'attaque. Donc, les Russes qui ont la technologie nécessaire, parce qu'on les voit aujourd'hui challenger les meilleurs drones dans le monde, les Bayraktar, qui sont réputés plus dangereux que les drones Eagle des États-Unis, sont abattus par les Russes. Donc, les drones Black Eagle des États-Unis sont abattus par les Russes. Donc, les Russes sont en train de proposer au président du Mali une coopération qui va lui permettre de totalement s'émanciper de l'ingérence états-unienne. Les Russes sont définitivement en train de sceller l'alliance avec les Maliens. Ils sont en train de montrer qu'il ne s'agit pas d'un pays de second rang, comme l'Occident a toujours considéré les pays africains. Ils ne présentent pas le Mali comme étant un pays qui a appelé à la Russie en rescousse dans une situation difficile, dans une situation où le Mali n'avait plus le choix. Ils présentent le Mali comme étant un pays qui entretient des relations normales avec la Fédération de Russie. Ce qu'a fait le président Vladimir Poutine dans ce cas, du point de vue géopolitique international, c'est un renversement paradigmatique. Il montre que, à côté de la coopération infantilisante, parentaliste, si ce n'est paternaliste, de l'Occident vis-à-vis des Africains, il y a une coopération égalitaire qui est proposée avec les États comme la Chine ou la Russie. Il s'entretient par téléphone avec son homologue. Et avec son homologue, ils ne font pas 30 minutes, ils font plus d'1 heure de temps. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Le président Macron, pour montrer parfois la profondeur des relations avec la Russie, ou du moins la pertinence de ces échanges avec la Russie, a souvent pris le facteur temps. Il dit, je me suis entretenu avec mon homologue Vladimir Poutine pendant plus d'1 heure. Oui, il l'a fait, mais le président Goïta aujourd'hui peut le lui retorquer. Avec le président Poutine, nous avons fait plus d'1 heure de temps au téléphone. Et nous avons parlé des dossiers brûlants de l'actualité internationale et des dossiers qui nous concernent. Et à côté, nous avons tiré les éléments d'un partenariat gagnant-gagnant. Le plus grand intérêt de cet échange, c'est surtout sur la sphère hydrocarbures. Il faut noter que le Mali actuellement n'exploite pas ses hydrocarbures. Donc, le Mali actuellement peut être fragilisé au niveau de son approvisionnement. Surtout que les plus grands producteurs, les plus grands raffineurs du pétrole malien actuellement, c'est la société ivoirienne de raffinerie et c'est la société sénégalaise de raffinerie. Si ces deux compagnies qui sont dans des pays pratiquement à la portée de la France et des États-Unis décident de stopper l'approvisionnement malien, on connaît le risque pour le Mali. Ça veut dire que le président Vladimir Poutine, dans cet échange, a pris des garanties fiables de l'indépendance du Mali. Il a dit clairement au président malien, nous sommes prêts à vous soutenir. En cas de rupture d'approvisionnement, nous allons apporter l'essentiel. Et en plus, il n'est pas exclu de croire que le président Vladimir Poutine a donné d'autres assurances au président malien. Parce que l'un des partenaires clés de la Russie dans la sous-région Afrique du Nord, c'est l'Algérie. Et l'Algérie est frontalière du Mali. Donc, le président Vladimir Poutine a certainement rassuré le président Assimi Goïta en lui disant, président Goïta, si Total venait à utiliser le bluff, parce que c'est un bluff, l'Occident bluffe. Si l'Occident bluffe avec sa rupture d'approvisionnement en pétrole, vous pourrez, grâce à nous, utiliser une quantité de pétrole venant, de carburant venant d'Algérie, en attendant que nous prenions gorge avec les Algériens pour compenser ce qu'ils vous ont donné. Ce que le président Vladimir Poutine a fait avec le président Goïta,
c'est un acte d'indépendance signé vis-à-vis de la France. Total n'aura plus jamais une position hégémonique sur le marché malien. Et les meuniers français qui ont souvent fait la pluie et le beau temps à Bamako, tous ces meuniers sont désormais prévenus. S'ils ne respectent pas la parole du président Goïta et si leur État s'entête à aller soutenir les terroristes, ils vont subir les représailles du gouvernement malien. Parce que le gouvernement malien traite désormais avec le producteur du blé. Et ce producteur est prêt à le donner à l'État malien. Issa Diawara est de l'autre côté avec nous. Il a tenu à faire partie de cette, j'ai envie de dire, de cette grande messe. Déjà, merci à vous, Issa Diawara, et bonsoir. Ça va, j'espère. Et bonsoir à tous ceux qui suivent For You Media à cet instant. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup Issa Diawara. Alors, quelle analyse pouvez-vous faire justement de ce appel téléphonique entre le président Vladimir Poutine et le colonel Assimi Goïta? Ok, merci madame. L'analyse qu'il faut en faire, c'est d'abord, il faut retenir que c'est deux pays souverains, c'est deux présidents qui ont discuté cette fois-ci. Je pense que le colonel Assimi Goïta a été très clair. Il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant. Il a parlé à un président. Il n'a pas parlé à un néocolon. Il n'a pas parlé à un président qui a un passé esclavagiste en Afrique ici. Il n'a pas parlé à un président, en tout cas, qui a un passé de la colonisation et qui perdure ou qui persiste dans le néocolonialisme. Il a parlé à un président qui n'a pas un passé colonial en Afrique. Il a parlé à un président qui a usé de son droit de veto pour empêcher que quelque chose d'horrible s'abatte sur le Mali il y a de cela quelque temps. Donc il y a deux présidents qui ont parlé, et ces deux pays qui ont parlé, ces deux peuples effectivement qui ont parlé. Et dans ça, il faudrait voir le contenu. D'abord, c'est un remerciement. Il a commencé par remercier ceux qui parlent, en tout cas témoignent de l'éducation de la personne. Parce que n'oubliez pas, j'ai tout dit que le problème avec la France, c'est aussi un problème civilisationnel, un problème d'éducation. Quand Macron s'adresse aux dirigeants maliens ou africains, c'est très mal poli. Voilà, c'est pas comme ça qu'on doit parler à d'autres peuples. Il y a une façon de s'adresser à autrui. Je pense qu'il faut remettre ces modules de formation dans les écoles françaises ou en tout cas dans les écoles de formation politique des Français. Donc c'est très important. Sinon, ils vont risquer de perdre beaucoup de partenaires, beaucoup des alliés. D'ailleurs, nous n'étions pas partenaires. Ça, il faut préciser. La France était en train de nous coloniser. D'ailleurs, le colonel Goïta en parla des partenariats gagnant-gagnant. C'est Dieu merci. Parce que qu'est-ce que le Mali attend de la Russie? Ce sont les armes. C'est son droit de veto, être là pour nous. Ensuite, mais du côté de la France, est-ce que nous avons eu des armes? Madame, nous n'avons rien eu. Rien. La France nous a rien vendu comme les armes. Même partout où nous sommes allés, même un avion américain que nous avons acheté, la France avait fait bloquer. C'est quand les Russes ont commencé, en tout cas, de nous fournir, de remplir leur part de contrat, qu'ils ont fait maintenant très vite de libérer cet avion, l'avion Casa, que vous avez vu sur la piste, un avion de transport de troupes. La France avait fait bloquer cet avion il y a plus d'une année de cela. Et ensuite, c'est du gagnant-gagnant, parce que la Russie, qu'est-ce que la Russie attend du Mali aussi? C'est bien sûr être en mesure de se dépasser de la France. Ça, c'est très clair. Il faut être en mesure de s'affranchir de la France. Parce que si les Occidentaux ont le courage de vouloir sanctionner les Russes, c'est parce qu'ils sont en train de voir du côté de l'Afrique, du côté du Mali. Pour eux, ils vont compenser toutes les pertes de la Russie au niveau de l'Afrique. Les gaz africains, le pétrole africain, toutes les ressources de l'Afrique vont servir à compenser, en tout cas, les pertes du côté de la Russie. Et le Mali qui devait servir de transit, de voie de transit, le Mali bloque. Donc quand le Mali n'est pas pour la France, voilà toutes les difficultés. Donc toutes les palpitations de la France sont en partie dues à cela. Parce que la Russie propose aux pays africains, bien sûr, un partenariat gagnant-gagnant, même avec des monnaies locales, une façon de nous encourager, de nous passer du franc CFA. La Russie fait ce qu'elle fait. Et je pense que c'est Dieu qu'il existe dans le monde des pays comme la Russie. Maintenant, ceux qui crient, qui pleurent contre la Russie, ça n'engage que
Et dans ce monde-là, chacun a son héros, chacun a son sauveur. Voilà. Jésus est sauveur pour d'autres, mais pour d'autres, peut-être ce n'est pas le cas. Dieu est sauveur pour d'autres, peut-être pour certains, peut-être pour d'autres, Dieu, ce n'est pas le cas. Donc, ça n'engage que qui vous êtes. Nous sommes des Maliens, nous sommes le peuple africain du Mali. Donc, pour nous, aujourd'hui, le partenariat avec la Russie, c'est du gagnant-gagnant. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Mais ce que les Français pensent de la Russie, ça n'engage que les Français. Ce que les médias américains autres là diront de la Russie, vraiment, c'est leur problème. Nous nous sentons bien avec la Russie et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous venons de loin, nous enregistrons des attaques. Ces attaques vont malheureusement continuer, madame, mais petit à petit, nous allons sortir de là. Nous allons sortir de cela. Toutes ces attaques, c'est parce que nous avons accueilli la France ici pendant plus de 10 ans. La France connaît toutes nos positions militaires. Et je pense que les autorités du Mali travaillent à changer déjà la position de nos camps, la position en tout cas de nos postes de défense et de sécurité. C'est de cela qu'il est question. Les touristes ont tous nos renseignements à partir de la France. Ils savent où nous avons 200 militaires, où nous avons 300 militaires. Parce que l'ennemi principal était ici. D'ailleurs, les touristes n'existent pas, madame, c'est la France qui nous attaque. C'est de cela qu'il est question. Nous sommes en guerre contre la France et nous saluons le soutien de la Russie. Ces partenariats gagnant-gagnant en matière de carburant, en matière de céréales, en matière d'armement et en matière diplomatique surtout. Parce que ce droit de veto est très capital pour que l'Afrique puisse s'affranchir, l'Afrique puisse vraiment asseoir une indépendance vraie, une indépendance réelle, qui ne soit pas une indépendance de couleur de drapeau, je ne sais pas, vert, jaune, rouge, et hymne national, devise, et c'est tout, mais dans les faits, que nous restons accrochés à la France. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une indépendance vraie, cette fois-ci, une indépendance réelle. Et le prix à payer sera conséquent. Nous devons passer par là. Merci. Merci beaucoup à vous, Issa Diawara, patient parfait d'homme. Durant également cet appel téléphonique, il y a quand même certaines informations qui ont fuité. En l'occurrence, le prochain sommet Russie-Afrique qui va donc se tenir l'année prochaine à Saint-Pétersbourg. Et donc, durant les échanges, le président de la République russe a laissé entendre qu'il est convaincu que ce sommet Russie-Afrique, qui se tiendra alors l'année prochaine, du côté bien sûr de Saint-Pétersbourg, renforcera tout simplement les liens traditionnels d'amitié entre Moscou, pas seulement avec Bamako, mais également avec tous les pays du continent africain. Effectivement, je pense que cette initiative participe d'une espèce de décloisonnement de type de relations diplomatiques qui ont jusqu'à un passé récent existé entre certains pays africains et la Russie. La Russie était considérée comme l'héritière, n'est-ce pas, de l'Union soviétique, dont c'était chaque fois qu'un pays africain tentait de nouer des relations avec la Russie, on a jeté le mouchoir rouge en disant attention, les rouges là, les cocos, ils ne sont pas fréquentables. Non, mais le monde a basculé dans une nouvelle réalité géopolitique. Et il est complètement hors de question que les Africains aujourd'hui essaient de s'auto-censurer dans la démarche qu'ils peuvent avoir pour nouer de nouvelles relations avec de nouveaux partenaires sur notre continent. Surtout qu'au vu des résultats de ceux qui ont pu oser en nouant des relations extrêmement fructueuses entre ce pays qu'on appelle la Russie, on voit aujourd'hui les dividendes que nous dégageons, que ce soit en République centrafricaine, que ce soit en Algérie ou bien au Mali. Bon, je n'ai pas fini, je n'ai pas été exhaustif parce que même les pays encore insoupçonnés comme le Cameroun, qui malgré qu'il y ait des relations, j'allais dire, extrêmement importantes, qui durent depuis des décennies avec la Russie, mais cette fois-ci, on a vu quand même que sur un plan qui était comme la chasse gardée, des accords, n'est-ce pas, qui font de la coopération entre le Cameroun et la France, qu'on a l'impression que la Russie est venue empiéter sur les plates-bandes de ce que cette coopération entre le Cameroun et un pays comme la France avait en commun. Donc, je suis convaincu que avec cette nouvelle réalité, on va accélérer
le processus d'un monde multipolaire, parce que c'est ça qui est important, au vu des résultats, mais surtout de la réalité que nous avons vue. On se rend bien compte que sur le plan agricole, nous aurons beaucoup à bénéficier de la coopération avec la Russie. Sur le plan de la fabrication des engrais, nous aurons beaucoup à bénéficier, non seulement sur le plan militaire, mais maintenant aussi sur le plan de la science. Nous n'oublions pas que si la Russie a pu se hisser à ce niveau, n'est-ce pas, sur le plan de sa sécurité en termes de développement de ses armements, parce que la science y a contribué pour beaucoup, pour être donné à la Russie cet avantage aujourd'hui non négligeable qu'elle a vis-à-vis de certains pays occidentaux. Je peux dire que même de leaders du monde occidental que sont les États-Unis. Moi, je le dis souvent, ça n'engage que moi, la première puissance militaire dans le monde aujourd'hui, c'est la Russie. Ça se discute plus. Ça se discute plus. Bon, donc, vous ne pouvez pas tourner le dos à un partenaire aussi important que celui-là, sous le fallacieux prétexte que la métropole, j'allais dire Paris, ne serait pas content que vous soyez en train de vous rabibocher avec ce partenaire qui a d'ailleurs accompagné l'essentiel des mouvements de libération africains dans la quête de leur indépendance. Donc, ce ne peut qu'une bonne chose qu'on diversifie nos partenaires en fonction de nos objectifs, en fonction de nos orientations politiques, économiques, scientifiques, culturelles, tout ce que vous voulez, et nous puissions choisir, en cas de besoin, l'un d'eux pour nous accompagner dans une certaine direction. Mais surtout, cela peut nous permettre de nous défaire définitivement des chaînes de l'esclavage dans lesquelles nous sommes liés et enserrés depuis très longtemps à travers ces accords de coopération, ces bases militaires françaises, mais surtout ces accords monétaires avec ce franc CFA qui ne cessent de plomber complètement la capacité de nos économies de pouvoir s'envoler sans risque. Vous voyez, depuis que l'euro dégringole et que le dollar essaie de rattraper l'euro, on a l'impression que le déficit, n'est-ce pas, des économies des pays sous franc CFA ne fait que prendre de l'ampleur. Donc on se pose la question, pourquoi l'Afrique continue à hésiter, surtout l'Afrique dite francophone, à pouvoir se doter de sa propre monnaie, de manière à pouvoir ajuster cette monnaie-là en fonction justement des réalités et des difficultés qui se placent sur le plan international. Nous sommes coincés dans une parité fixe qui fait que si l'euro se porte mal, nous aussi, nous allons dupliquer ce mal-là de notre côté avec des facteurs extrêmement dommageables pour nos économies. Donc, je crois sincèrement que c'est une très bonne chose qui se passe. Il faut qu'on multiplie nos relations, mais surtout qu'on n'ait plus peur d'aller vers des relations qui peuvent nous permettre de résoudre des questions qui, malheureusement, malgré ce qu'on appelle notre partenaire quasi naturel, que la France ne nous a pas permis de régler, ça participe de cette guerre-là que le panafricanisme met en avant, c'est celui de la libération totale et inconditionnelle de notre continent. C'est le pas important qui va nous permettre plus tard à opérer cette unité politique de notre continent que j'appelle de tous mes voeux. Merci beaucoup au standard, Monsieur Sakpounou. Bonsoir et merci d'être des nôtres. Linda, allô? Oui, Monsieur Sakpounou, nous vous écoutons. Merci. Nous vous saluons avec référence. Merci pour le travail que vous faites, votre courage, votre détermination à inviter les gens pour sensibiliser le peuple africain. Et merci aussi à vos invités qui acceptent de dépenser leur temps pour instruire, apporter leur contribution à l'édifice, la nouvelle Afrique. Parfait, soit salué, Jonathan, et aussi notre brave soldat et notre brave militant, Issa Diawara. Et d'entrée de jeu, je vais d'abord faire un coup de gueule. Et il paraît que la compagnie américaine Apple va avoir ses succursales au Cameroun. Méfiez-vous beaucoup. Ce n'est pas un bon accompagnement. Il travaille pour l'argent. Il ne travaille pas pour vous aider, votre développement, non. Ce genre de coopération, je ne sais pas ceux qui s'engagent à ce genre de choses, réfléchissez bien sur ça et bien contrôlez. Ayez le monopole de tout ce qu'Apple va faire au Cameroun. C'est le début. Bon, concernant le sujet, oui, c'est un bon signe. C'est un bon signe, cet appel téléphonique entre les deux présidents.
Ça prouve combien de fois la Russie respecte, effectivement, que ce soit petit ou grand, les dirigeants africains. Ce sont eux-mêmes qui se font petits devant la France, alors qu'ils sont grands. Alors, c'est un bon signe et nous encourageons le Mali. Nous sommes tous Maliens actuellement parce que c'est le pays qui vraiment nous détermine aujourd'hui. Parce que l'Occident, la France surtout, a trop blessé l'Afrique dans son histoire. On ne peut pas oublier cela. Ça, il ne faut pas oublier. Notre histoire, les blessures que comporte notre histoire, la France en est responsable. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. Alors, du coup, ces marionnettes, ces valets tels que Bazoum et ses consorts, qui se permettent d'héberger encore les Barkhane et autres, les bases militaires françaises en Afrique, ce n'est pas le pays qui dirige ne sont pas leurs familles. Ils sont éléments. Alors ils doivent savoir qu'ils n'ont pas le droit d'héberger l'ennemi encore, parce que c'est clair et net aujourd'hui de tout le monde que la France et ses alliés sont des ennemis de l'Afrique. Et nous sommes en guerre contre ces ennemis-là. Ils doivent quitter le territoire africain. Ça, c'est clair. C'est très clair. Alors que la coopération continue et que les autres pays, que les populations africaines regardent effectivement le vrai partenaire qui pourra les aider. Et nous sommes mieux placés pour dire que c'est la Russie aujourd'hui parce qu'on a tant fait d'expérience avec ces Occidentaux qui ne font que nous mentir, nous rouber dans la farine et nous dompter dans le set maçonnique pour nous laver le cerveau, pour répondre à oui pour leurs questions. Ça suffit déjà. Bon éveil et bon réveil aux Africains et eux surtout aux Noirs, que la dignité de la race noire soit restaurée sur toute la terre. Merci. Et merci d'être là encore ce soir. Monsieur Peter Brown. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Peter Brown, est-ce que vous nous entendez? Alors, je crois que nous avons perdu Peter Brown, qui certainement reviendra en rappelant à nos téléspectateurs que le standard reste ouvert pour vous permettre d'apporter vos différentes contributions à cette thématique de ce jour. Alors, Jonathan Botengene, est-ce que cet appel est peut-être considéré comme justement un assaut final, le coup fatal auquel devrait s'attendre la France après cette tournée africaine d'Emmanuel Macron, mais après également cette convoitise assez hissée, quand même, il y a également Anthony Blinken qui a fait sa tournée. Au même moment, il y avait Emmanuel Macron. Bien avant ces derniers, c'était quand même la Russie qui était en terre africaine. Madame Dedifoot, il n'est pas question de détrôner la France. Nous n'allons pas reproduire les schémas fabriqués par les médias mensonges. On aime la France ou on aime la Russie. Ça, c'est des mensonges. Chers Africains, nous ne sommes pas, le panafricanisme ne vous propose pas entre aimer la Russie ou la France. C'est un équivoque à lever ce soir. Nous sommes dans une lutte émancipationniste. Nos intérêts sont convergents avec la Chine et la Russie. Nous ne vous disons pas quittons la France pour la Russie, nous disons pour renverser l'hégémonie occidentale, parce qu'actuellement l'hégémon c'est l'Occident. Pour renverser l'hégémon, c'est comme un homme au pouvoir. Pour le renverser, nous faisons alliance avec ceux-ci. Ne disons pas quittons Paul pour Pierre. Que ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre n'écoutent pas. Et que ceux qui ne veulent pas comprendre ne le comprennent jamais. Et ceux qui veulent vraiment se battre pour le combat panafricaniste, retenez cela. Dans la lutte pour renverser l'hégémon dominateur,
on s'allie à tous ceux qui combattent l'hégémon. Et l'hégémon, c'est l'Occident. Donc, Madame Dedi Foot, Monsieur Macron, dans sa balade tout à fait de jeune président, qui est en contradiction avec lui-même, quelqu'un qui dit qu'il lutte contre le réchauffement climatique, va louer un jet ski pour faire les balades sur la mer, pollue la mer lui-même, et après vous dites qu'il va lutter pour la préservation de l'environnement. Vous comprenez que ce n'est pas un homme qui est pris très au sérieux. Lui-même n'est pas très sérieux avec ses déclarations, donc on ne va pas lui faire plus d'écho que ce qu'il a déjà. Il est négatif dans tout ce qu'il fait, donc on le laisse avec ses contradictions. Macron, c'est Macron, qui épouse sa maman, on peut comprendre ça. On peut continuer. Je vois mon grand frère qui me dit que oui, c'est quand même fort vraiment, aussi. Hein? Oui, il dit que c'est très fort. C'est son choix. Mais mon grand frère, c'est qu'en Afrique, quand tu épouses ta maman, dans les familles, on s'interroge sur ta santé mentale. Bref. On va continuer. D'accord. On va continuer. Donc, après ces éléments... S'il vous plaît, vous permettez que nous prenions un téléspectateur. Monsieur Zerfel, bonsoir. Bonsoir, Bafendom. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir à tous les spectateurs qui regardent cette télévision For You TV. Je salue les techniciens, sans oublier même le fondateur de cette télévision qui nous permet aujourd'hui d'avoir la force devant ces Européens. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, je vais saluer d'abord le grand-père, le président Paul Biya, qui permet aux Africains de s'exprimer comme ils veulent. Ils se sentent, quel que soit, même tu es ailleurs, tu peux t'exprimer, comment dirais-je, au Cameroun, sans être inquiété. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, tu dis le nom du Moussi là et puis on t'a arrêté. Ça, sur ce côté-là, vraiment, j'apprécie le président Biya. Bah, il a ses défauts, mais sur ce plan-là, vraiment, il a donné la liberté aux Africains de dire ce qu'ils pensent. Ça, c'est une bonne chose. Ça libère. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, moi, ce que je suis en train de voir présentement avec les Maliens, parce que tout récemment, ils ont perdu plus de 42 personnes vers le Niger là-bas. Parce que le Niger, là, aujourd'hui, c'est le nid des Français pour venir attaquer les Maliens. Donc il ne cache que comme le président, moi je l'appelle le président, je ne l'appelle même pas président de transition. C'est le président du Mali. Il doit appeler Poutine, la manière qu'il a fait pour la Syrie, qu'il envoie les vrais gars sur le continent pour radiquer les mercenaires qui font nid d'oiseaux quelque part. Parce qu'on les a vus. Et comment dirais-je, en Syrie, ils ont commencé à détruire le pays. Mais les Français, les Américains sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'amusaient avec les djihadistes. Mais quand Poutine est arrivé là-bas, en une semaine, eux, ils ont laissé les armes, ils ont fui. C'est la même chose. Moi, je veux, jusqu'au dernier, c'est-à-dire qu'ils vont les poursuivre jusqu'à, je ne sais pas, dépasser même le Niger, pour que le Mali soit en paix. Parce que c'est dans ce bloc-là, dans ce triangle-là, que les gars rentrent au Mali, au Burkina, pour tuer les gens. Donc, il faut que les Maliens mettent comment on leur dit que leur drone peut passer rapidement pour faire des photos, pour donner la position des militaires, des gens, pour qu'on vienne tuer des individus. Étant noir, toi, tu travailles pour un blanc, pour que, le blanc vienne tuer ton frère noir. À ça, vous parlez toujours de l'union. Moi, je suis pas là pour m'amuser. Moi, je ne parle pas politique. C'est vous qui êtes les politiciens. Moi, je vois ce que je vois, c'est ça que je dis. Ce que je sens, c'est ça qui sort de ma bouche. Je ne suis pas politicien. Parce que mes parents, ils ont été politiciens. Moi, je ne suis pas politicien. Ça ne m'intéresse pas. Parce que le politicien est celui qui fait endormir les gens. Aujourd'hui, ces télévisions qui sont aujourd'hui au Cameroun nous permettent de dire ce que nous voulons et dire ce que ceux qui viendront nous bourrer les oreilles de n'importe quoi. On est là pour les contredire aussi. Parce que tu n'as pas venu sur un plateau comme For You ou Afrique Média, puis tu as dit de n'importe quoi et puis on te caresser dans le sang des poils. Surtout moi, je n'ai pas de raté sur ce point-là.
Alors celui qui vient pour dire des choses comme Parfum d'Homme, comme Jonathan, lui font des analyses de pointe pour sensibiliser les Africains pour aller de l'avant. Alors si il y a des gens qui veulent venir sur les plateaux de cette télévision pour nous faire endormir, moi je suis prêt pour les radiquer aussi. Comme le Mali est en train de faire présentement avec des djihadistes. Mais je demande à mes frères, maliens, de ne pas dormir, d'appeler les jeunes, même si les militaires là, de venir, ils peuvent enrouler encore d'autres jeunes pour venir les aider, pour aller aider dans les villages, et pour que ces gars-là arrêtent de tuer des gens inutilement. Regarde le Niger, vous êtes à vous gardez les Français là-bas, on vient tuer. Non, vraiment, l'homme noir, je ne sais pas pourquoi Dieu nous a donné cette richesse et on ne sait pas entretenir cette richesse et on est là dans la merde. Excusez-moi du mot, on est dans la merde. À quoi? Pour certains présidents ou certains dirigeants qui sont là pour je sais pas. Vraiment, vous qui êtes sur le plateau, peut-être vous pouvez m'expliquer ça, quoi. Comment un Africain peut être derrière un blanc pour venir tuer son frère? C'est la question que moi je me pose à ces imbéciles-là. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler. Mais le temps viendra que les Français qui sont en Côte d'Ivoire, là, le temps viendra, ils vont nous dire la vérité aussi un jour. Je m'arrête là et je dis bon week-end à tous ceux ou à tous celles qui regardent cette télévision. Merci. Merci beaucoup à vous, Zerfel, d'avoir été des nôtres. Peter Brown, qui est donc de retour. Aux invités, monsieur Patanguet, celui qui est le top. Je vais donner ensuite le thème, qui est très intéressant. Il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que le Mali est en guerre contre l'OTAN, déguisé avec USA dans le base militaire au Niger, et puis la chère France qui ne veut pas dire son dernier mot. C'est pourquoi vous avez vu ces dernières attaques retentissantes qui se sont passées, parce que quand on fait une analyse militaire, on constate que c'était avec des armes sophistiquées et de précision, avec l'appui des drones américains qui ont quitté la base du Niger pour indiquer aux djihadistes là où il fallait frapper. Mais c'est la raison pour laquelle le président du Mali a pris attache avec son Excellence M. Poutine pour trouver une solution idoine afin de mettre un terme à tout ça. Dans le même temps, Anthony Blinken, qui se trouve au Rwanda, va parler cette fois de la Russie comme M. Macron a fait au Cameroun quand il était reçu par le président Paul Biya. Comprenez que les Occidentaux ne changent pas de façon de parler, comme on dit en anglais, the dog never change the way of sit. Donc, ils sont dans une dynamique de propagande anti-russe pour essayer de dissuader les Africains, les élites africaines, en parlant des présidentes, de ne pas écouter la Russie, mais d'écouter les États-Unis qui viennent apporter le bien-être aux Africains. Écoutez son discours. Il parle même de réchauffement climatique alors qu'il vend le gaz de schiste à l'Europe qui est très polluante, qui est capable de pouvoir encore détruire la couche d'atmosphère européenne et avoir un été beaucoup plus chaud comme celui qu'on connaît actuellement parce qu'il est very hot actually. Vous comprenez? Donc ça veut dire on se fout de nous, on se moque de nous. Mais je ne crois pas qu'ils se moquent de nous, ils se moquent de eux-mêmes. Parce qu'il va retourner bredouille comme M. Macron. Il va retourner dans le milieu champ parce qu'au moment où il va venir faire des propositions avec le chantage, l'Afrique va renforcer son corporation avec le rachat et également augmenter des relationships, surtout commerciales avec la Russie et aussi le, comment on dit en français, le transfert de technologie pour améliorer certains domaines, comme a dit votre interlocuteur, votre invité sur le plateau, la technique agricole, la technique d'engrais. Il y a les azotes au Cameroun, il y a les terres rares, donc c'est des choses qu'on peut exploiter pour produire notre own engrais. Vous comprenez? Donc c'est dit qu'ils ont perdu le terrain, ils sont dans une forme de déroute, c'est la panique, c'est un aveu d'impuissance. Alors il faut utiliser un langage de séduction
qui maintenant ne passe plus parce que l'Afrique n'est plus une jeune fille de 15 ans qu'on peut tromper. Elle est très mature. Donc, pour que tu demandes la main à l'Afrique, il faut que tu prouves que tu es capable, comme la Russie est en train de faire actuellement devant le monde entier, et comme la Chine est en train de développer également son domaine dans le cadre de financement que nous, on attendait depuis 60 ans. Je veux m'arrêter ici. Merci beaucoup pour le média. Bye. Merci également à vous, Monsieur Peter Brown. Les débats se poursuivent justement aux différents numéros de téléphone que vous avez actuellement au bas de l'écran. Le temps pour nous d'aller retrouver Issa Diawara, de l'autre côté, qui est donc toujours en notre compagnie, je l'espère bien. Ok, d'accord. On me rassure que Issa Diawara est bel et bien là. Alors, Issa Diawara, parlant justement de cette coopération plus que jamais solidifiée entre le président Assimi Goïta, mais également le chef de l'État Vladimir Poutine. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut justement peut-être pas, je cherche comment bien formuler la question, mais en fait, pour les relations futures, c'est que je veux pas être très brute, en fait, voilà. Voilà, je veux pas être très brute. Alors, je voulais dire, si aujourd'hui, malgré tout ça, et que la France venait à faire profil bas, est-ce qu'il serait possible pour le Mali aujourd'hui d'accepter ce mea culpa, surtout quand on sait que l'un des principes de la Russie, c'est justement de ne pas faire chemin avec la France. Partenariat de retour possible entre le Mali et la France, ça n'existe pas. Ça, c'est carrément du passé. La France fait partie de notre passé. Madame, le Mali n'est pas né avec la France. Nous n'avons pas été créés ensemble. Le Mali est plus ancien que la France. L'Afrique est plus ancienne que l'Europe, qu'il faut appeler vieux continent. Nous ne sommes pas venus au monde ensemble. C'est la France qui est venue ici, comme on appelle, comme un charognard, donc venu nous emmerder avec cette histoire d'esclavage, de colonisation. Nous n'avons rien en commun avec la France. Rien, madame. Quand même on dit, oui, nous avons beaucoup de choses qui nous lient, ça, ce sont des propos diplomatiques. Nous n'avons rien en commun qui nous lie avec la France. Nulle part, dans aucun livre saint, c'est écrit que le Mali est tenu de cheminer avec la France, et en tout cas dira son existence. Ça n'existe pas. Donc, la France et nous, c'est des mauvais moments que nous avons passés ensemble, mauvais souvenirs. Et maintenant, nous sommes en train de nous libérer de la France et à nous maintenant de trouver des partenaires beaucoup fiables. La France ne pourra jamais être, en tout cas, il n'aura jamais un partenariat fiable entre la France et un pays africain. Gagnant-gagnant, ça n'arrange pas la France. Parce que la France a atteint un train de vie que, en tout cas, le partenariat gagnant-gagnant ne va pas arranger. La France ne survit que dans le pillage de l'Afrique. Or, nous ne sommes pas prêts à nous laisser piller. Tant pis pour ceux qui sont prêts, en tout cas, de se laisser piller par la France, de continuer ce partenariat. Nous ne sommes plus dedans, c'est derrière nous. Maintenant, en sortant de ce partenariat, nous payons le lourd tribut. Toutes ces attaques, toutes ces guerres. Maintenant, qu'est-ce que nous avons avec la Russie en commun? Avec la Russie, nous avons les mêmes ennemis. Nous sommes dans une grande guerre ensemble. Il n'y a pas de guerre entre les Mali et les terroristes ou entre les Mali et les djihadistes, madame. Ça n'existe pas. La guerre, c'est entre le Mali et la France dans une grande guerre qui oppose l'OTAN à la Russie et à la Chine. C'est de cela qu'il est question. Le Mali, c'est un autre terrain de guerre. Tout comme ça en existe en Syrie, on en trouve au Venezuela, ça se trouve en Ukraine, et le terrain d'affrontement entre le bloc de l'OTAN et le bloc du monde libre, d'un monde libre, en Afrique, ça se joue au Mali. Donc le Mali est dans cette guerre. Et les terroristes que vous voyez là, ce sont des gens qui sont payés mensuellement par la France, qui sont recrutés par la France, en tout cas par des intermédiaires français, formés, renseignés, équipés, un appel à le dire. Je félicite bien. L'attaque de l'autre jour, il y a des drones qui ont aidé. Donc, nous sommes dans ça, nous sommes dans une grande guerre. La Russie et nous, donc, les tâches sont partagées. C'est pourquoi le Mali va bloquer aussi, longtemps que nous pouvons, le pillage des ressources énergétiques de l'Afrique vers l'Europe. J'ai dit que si ces gens-là ont eu le courage de vouloir sanctionner
un pays de la taille de la Russie, un pays aussi riche énergétiquement comme la Russie, c'est parce qu'il y a l'Afrique. Ils pensaient qu'on passait cela en Afrique et cela n'existe pas. Ça ne va pas marcher. Et le Mali aujourd'hui dérange à cause de cela. Et quelqu'un a eu à le dire, un appelant que j'ai salué aussi. Et moi, vraiment, ce n'est pas la France que j'accuse beaucoup, madame. J'accuse nos frères africains. Ne pas aider le Mali, je peux comprendre cela. Mais aider l'ennemi du Mali. Des gens qui, eux-mêmes, ont leurs anciens qui ont été esclavagisés par ces mêmes personnes. Ils ont leurs anciens qui ont été colonisés par ces mêmes personnes. Vouloir aider ces mêmes personnes à combattre le Mali. Parce que sans quelques pays voisins, la France n'a même pas le kilo de s'affronter au Mali. Si la France continue d'armer ces terroristes, c'est parce que la France a trouvé comme base arrière certains pays africains. Il y a des Africains qui ont la peau noire comme nous, mais en réalité qui sont des Blancs, qui sont des Français, à qui la France a garanti une longévité au pouvoir, à qui la France a garanti l'impunité dans leur pays, à qui la France a garanti le droit de vie et de mort sur leurs concitoyens. Et certains d'entre eux, certains de ces chefs d'État ont tenté quelque chose, envoyer des mercenaires par voie terrestre au Mali n'a pas suffi, par voie aérienne, là, c'était trop là. Nous avons arrêté ces mercenaires, ils ont commencé à crier sur tous les toits. Mais nous, on a chassé leurs maîtres, les Français. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire? Je pense que nous sommes dans une logique de contre-attaque. Tous les dirigeants africains qui déstabilisent, l'Afrique ne doit pas rester sur place. Et il est temps que cela change. La peur doit changer de camp. Il n'est pas dit qu'on ne doit plus terroriser mentalement, psychologiquement, les peuples africains qui décident de se libérer, qui décident de s'affranchir, les dirigeants africains qui décident de dire non, de les abattre ou de les torturer comme Lumumba, de les abattre comme Thomas Sankara. Nous disons non, ou de les humilier comme Modibo Keïta. Nous disons non, ça suffit, madame. Dorénavant, tout dirigeant qui veut collaborer avec l'Occident contre l'Afrique, il doit avoir peur. Et c'est de cela que les questions, ces opérations vont prendre le temps nécessaire, mais je suis convaincu, je suis sûr de ce que j'ai dit, que les choses ne vont pas rester à l'état et que la peur va changer de camp. Bientôt, ces dirigeants vont comprendre. Parce que c'est ce qui avait manqué à la Russie jusque-là. La Russie ne voulait pas beaucoup s'ingérer dans certaines affaires ici en Afrique. Et l'OTAN, la France et autres, ils ont décapité des chefs d'État ici. Ils ont assassiné d'autres, ils ont organisé des génocides. Dans des pays, en tout cas, ils ont humilié des chefs d'État qui avaient simplement dit vouloir un monde libre, un monde diversifié leurs partenaires. Ces gens-là ont été ridiculisés. Et je pense que là, ça suffit maintenant. La peur commence à changer de cas. Quand vous avez les droits des veto russes constamment utilisés pour sauver le Mali des mensonges de la France et de l'Occident, comprenez que c'est un message fort. La Russie n'est pas que dans les discours, c'est surtout dans les faits. D'accord. Merci à vous, Issa Diawara. Je pense que c'était justement votre dernière prise de parole. Monsieur Jonathan Batengene, alors, c'est vrai que très souvent, depuis sa prise au niveau du gouvernail malien, beaucoup de personnes ont très souvent reproché au colonel Assimi Goïta de ne pas trop parler, d'être toujours muet. Et donc, à chaque fois, on avait soit en avant-plan le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, parfois c'était Abdoulaye Diop. À chaque fois, c'était justement ces ministres qui occupent quand même des postes assez importants au sein du gouvernement malien. Mais sauf que quand même, pour cette fois, lui-même, il a fait la sortie pour annoncer. Alors, je voudrais savoir, Jonathan, cette façon du président Assimi Goïta faire un tweet, faire peut-être pas un tapage, mais à vouloir tenir informé non seulement l'opinion malienne, mais également africaine et internationale de cet acte fort qui a été posé avec le président Vladimir Poutine. Qu'est-ce que cet acte peut-il caché? Madame Dédié Faute, le président Assimi Goïta est dans la dimension de l'être qu'il est aujourd'hui. Il n'est plus au niveau de Ouattara. Il nous a été posé une fois la question, pourquoi Assimi Goïta ne répond pas à Ouattara? Parce qu'ils ne sont pas au même niveau. Ouattara, son niveau, c'est l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Quand ce dernier le bip même pas erreur, ou bien lui envoie un bip même pas erreur, Ouattara rappelle en disant « Excellence, qu'est-ce que vous vouliez me dire ?» Et ce dernier dit « Non, c'était une erreur. » Et Ouattara dit « Ah, ok, Excellence, j'ai compris. »
Ouattara, c'est le niveau des ambassadeurs. Assimi Goïta est dans la discussion au niveau hégémonique mondial. Assimi Goïta incarne pour l'Afrique ce que nous rêvons de mieux. Et il a appris auprès des sages comme le président Paul Biya, il a appris auprès des sages comme le président Sassou Nguesso, il a appris auprès des sages comme le président Obiangema Mbassoko, et il a compris comment est-ce qu'il fallait mener cette lutte. Le président Assimi Goïta est la conjugaison de tous ces combats qu'il a vu se mener. Il a aussi vu comment le président, le guide Muammar Kadhafi a mené la bataille. Aujourd'hui, le président Assimi Goïta n'est pas au niveau de Macron. Il a renvoyé l'ambassadeur de Macron comme un simple malpropre. Après quelques échanges où ce dernier s'est montré un peu trop zélé dans la déstabilisation du Mali. Le Mali est dans sa dimension actuelle. Le président Goïta communique essentiellement sur les éléments de montée en puissance de son armée. Ça, c'est ce que nous rêvons pour l'Afrique. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique. Et nous disons au président Assimi Goïta, merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Les nouvelles générations de jeunes dirigeants, de jeunes politiques africains vont s'inspirer de son modèle. Il est devenu ce que les Sankara ont rêvé être. Monsieur Assimi Goïta est devenu l'incarnation de la vision prophétique des Sankara. Et il porte bien son combat. C'est pourquoi, Madame Dedifoot, n'allons pas maintenir l'opinion pendant longtemps. Nous allons dire simplement au président Assimi Goïta, vivement que vous ayez la possibilité de mener le Mali vers sa libération totale. Pendant cette transition, et si le peuple le souhaite, après cette transition également. Merci beaucoup, Jonathan Bategene. Alors, patient parfum d'homme, nous allons sortir avec vous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout lorsqu'au final, c'est vrai que ce n'est pas encore la fin de... Je ne sais pas si c'est la bataille, on dit souvent, très souvent, on n'a pas perdu. Parce que c'est la grande guerre. C'est la grande guerre. Voilà, les batailles d'État. On va quand même dire que le Mali est en pole position, mais aujourd'hui, avec encore ce pas de plus, qu'est-ce que peut-être les Maliens peuvent retenir? Qu'est-ce que les Africains, parce que rien ne dit que ça s'arrêtera au niveau du Mali, peut-être après. On a vu, ça a commencé avec la République centrafricaine. Ils étaient loin d'imaginer qu'aujourd'hui, ce pays de l'Afrique centrale pouvait s'en tirer comme elle est en train de le faire. Aujourd'hui, c'est le Mali. Et certainement, lorsque les protagonistes s'engageaient dans cette déstabilisation qui était, selon ces protagonistes, presque acquis, ils étaient loin d'imaginer aujourd'hui que le Mali devait s'en tirer haut la main comme c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à nos chers frères africains et surtout maliens? C'est des Français qui aiment le dire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Sans gloire. Donc, le problème, ce n'est pas la difficulté qui est en face de nous. Le problème, ce n'est pas la sempiternelle situation de est-ce que ça va être difficile? Si, ça sera difficile. Il y a des attaques dernièrement à Tessit. Ça me rappelle la dernière attaque, il y aura encore des attaques. Le problème, c'est le cap, c'est le renfermissement des liens, des relations entre le Mali et son allié, la Russie. C'est ce qui nous intéresse. Et avec, j'allais dire, les actions de nature à bonifier davantage la sécurité malienne, la capacité logistique de réaction du Mali. Maintenant, vous avez vu, vous-même venez de nous le dire, ils ont encore étendu l'espace de leur coopération qui ne se limite plus seulement à l'aspect militaire. Il a pris des bonus de valeur économique, de valeur commerciale, etc. Donc, c'est extrêmement important. C'est ça l'utilité d'avoir plusieurs partenaires, de se doter de cette liberté-là, de choisir le partenaire qu'on veut, quand on veut, en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Parce que hier encore, dans ce fameux avec ce partenariat, avec ce fameux partenaire naturel, on était complètement unijambiste. On était short-sight. On ne pouvait pas regarder ailleurs, ni à gauche, ni à droite.
on devait répondre au doigt à l'œil aux instructions qui nous venaient de ce partenaire. Maintenant que nous sommes, comme disait quelqu'un, libres, j'allais dire, vaccinés, circoncis, je ne sais pas quoi d'autre, nous avons, j'allais dire, le droit de choisir le partenaire que nous voulons et nous voyons les dividendes de ce partenariat. L'offre militaire, j'allais dire, l'aide militaire russe au niveau du Mali aujourd'hui, je peux être excessif, mais je ne suis pas sûr qu'en plus de 62 ans d'indépendance, le Mali a pu recevoir une pareille mansuétude de la part de la France, puisqu'appelons ça comme ça. Chaque fois qu'à travers notre argent qui vole, ils nous octroient des dons, ils nous donnent l'impression que vraiment c'est la magnanimité de la mère patrie qui nous offre ces dons. Non. Donc, j'estime que nous sommes là à un nouveau virage. Il faut en tenir compte. Il faut justement dire aux Maliens que la partie n'est pas encore totalement gagnée. On est certes, nous sommes en train de gagner des batailles, mais nous n'avons pas encore remporté la guerre. Il faut le dire aussi aux Africains, parce que certains d'entre nous peuvent avoir tendance à dormir sur leur laurier. Ah, de toute façon, la Russie est là, les dés sont jetés, et c'est terminé. Non, non, non et non. Les jours à venir, les mois à venir vont être d'une rudesse et d'une violence hors norme. C'est à nous de muscler notre résistance pour faire face à ce tsunami qui arrive, parce que je peux vous le dire, et tout le monde le sait, aujourd'hui on le disait encore 10 ans, les gens ne croyaient pas, aujourd'hui tout le monde en est convaincu. Pour la France, perdre son précaré, c'est se faire harakiri. Donc ils ne vont pas accepter de manière consentante comme des bœufs qui vont à l'abattoir sans résigner, sans essayer de se défendre. Et souvent cette défense-là nous a coûté cher. Elle nous a coûté cher en termes de valeur, mais surtout d'étoiles africaines qu'ils ont supprimées, Oubniober, Lumumba, Sankara, j'en passe. Mais elle nous a aussi coûté parce qu'elle a complètement plombé notre autonomie et notre capacité à réclamer même cette souveraineté-là. C'est pour ça que vous êtes tout le temps à féliciter, princesse, parce que grâce à vous, grâce au niveau plateau que vous avez animé, entouré, n'est-ce pas, des corsaires que nous sommes, on peut s'appeler comme ça, du panafricanisme, nous avons pu aider les peuples africains à prendre conscience en bougeant le curseur pour justement donner une réalité comme celle que nous avons aujourd'hui au Mali, avec un homme fort, avec un peuple déterminé. C'est le cas du Mali et du président Assimi Goïta. Nous ne pouvons que espérer qu'il y aura une espèce de duplication de ces exemples. Oui, ces exemples heureuses, justement, un peu partout sur notre continent, parce que, justement, là, je sors par là, l'Afrique n'en veut à personne. Nous n'avons rien contre le peuple français. Mais ce que nous avons, nous disons à l'oligarchie politique occidentale, impérialiste, donc française, d'enlever leur genou sur notre cou, à défaut de le faire de leur propre gré, nous serons obligés de les forcer à le faire. Et c'est ça le nouveau paradigme que nous sommes en train de créer aujourd'hui. Merci à vous, Patient Parfendom. Merci, Jonathan, Issa Diawara. Merci également à tous ces téléspectateurs. Ils étaient encore très nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes. Le point sur l'actualité, édition de ce 12 août 2022, rentre donc en gare. La semaine prochaine, nous aurons certainement d'autres actualités aussi brûlantes et alléchantes les unes que les autres. Je vous donne donc rendez-vous dans des tout prochains jours. Ne manquez surtout pas, dans quelques petites minutes, l'édition du Grand Journal sur For You Télévision. Bonsoir.